Euh, bienvenue à tous à ce webinaire et merci beaucoup les uns et les autres donc, pour avoir manifesté votre intérêt à participer à ce grand événement. Vous avez au tout début, pour ceux qui se sont connectés au tout début, nous allons encore revenir là-dessus. Donc, l'option de langue, donc ce binaire, comme vous le constatez, il est animé en français, donc, mais il y aura la traduction simultanée en français ou en anglais selon celui qui parle. Donc, vous avez toujours la possibilité en bas, un peu à droite, avec l'icône globe terrestre pour choisir la langue qui vous convient, avec laquelle vous voulez suivre ce webinaire. Mais je voudrais tout d'abord vous remercier non seulement de vous avoir inscrit à cet événement, d'avoir aussi euh, soumis vos questions que vous pensez que ça devrait être abordé au cours de cet événement. Euh, pour ce qui est des modalités pratiques, donc si on peut avancer un peu. Donc, ce webinaire sera, comme vous l'avez constaté, d'une heure et demie, à peu près, au maximum. Vos micros sont naturellement coupés. Mais vous avez toujours la possibilité de poser des questions en utilisant la box questions-réponses. Vous avez aussi la possibilité de faire des commentaires dans la, la box chat qui est à côté, juste à côté. Le webinaire sera enregistré. Aussi, pour les panélistes et les intervenants, je les invite aussi à parler le plus lentement possible pour permettre aux traducteurs de bien suivre ce qu'ils disent et pouvoir traduire pour ceux qui ont besoin de la traduction. Je vous invite aussi, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de se présenter dans la chat. Donc, pour ceux qui le désirent, donc de dire votre nom, organisation, comme vous voulez. Ça nous permettra de voir qui est qui et d'où est-ce que vous vous êtes connecté à cet événement. Prochaine diapo. Donc là, c'est encore un autre rappel hein, pour ceux qui sont connectés juste après. J'en avais parlé tout à l'heure. C'est l'option de langue que vous avez à choisir entre l'anglais et le français. Mais le webinaire sera pratiquement animé en français. Donc, vous avez le choix de changer la langue comme vous voulez. Prochaine diapo. Donc, nous aurons des présentateurs et des animateurs. Donc, nous aurons un mot de bienvenue de Dr Sintike Ougbe, qui est la directrice des affaires humanitaires et sociales de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, basée à Abuja, au Nigeria. Nous aurons aussi une présentation de notre collègue, Céline, qui est notre conseillère point focal en charge de la protection sociale. Elle sera suivie d'une présentation de Corina, qui est une consultante indépendante, mais qui a bien voulu contribuer à cet important événement. Donc, Corina, elle a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'aide humanitaire. Elle se concentre principalement sur le financement et les politiques humanitaires. Elle a été chef d'équipe pour OPM, c'est Oxford Policy Management, pour une étude commanditée par la Banque mondiale sur le lien entre les transferts monétaires et la protection sociale au Sahel. Elle a aussi coécrit une étude sur l'utilisation des réseaux sociaux dans la région pour le ciblage basé sur la vulnérabilité. Donc, elle fait actuellement partie d'une équipe qui évalue le travail de la Banque mondiale sur la protection sociale adaptative qui se concentre sur la région du Sahel. Et nous avons aussi Amadou
Diop, qui est notre collègue conseiller technique en charge des questions de l'inclusion financière, qui va animer le panel de discussion. Et nous aurons, prochain diapo, les panélistes qui vont animer les discussions. Je vais commencer d'abord par Christian. Christian Bodwig est le responsable de la pratique de protection sociale et emploi en Afrique de l'Ouest et du Centre pour la Banque mondiale. Bon, auparavant, il a occupé le poste économique principal, responsable de programme pour l'Europe du Sud et la Banque mondiale à Bruxelles. Il a aussi occupé plusieurs postes, dont entre autres le chef de programme pour la croissance inclusive de l'Union européenne. Il a travaillé au département Asie et de l'Est et Pacifique, où il a dirigé le programme de la Banque mondiale au Vietnam. Donc, il a commencé sa carrière à la Banque mondiale en travaillant sur des projets opérationnels en Atlantique, dans le domaine de l'éducation et de la protection sociale en Europe de l'Est, à Washington, à Sarajevo et Sofia. Nous aurons aussi dans le panel de discussion Sigrid, qui est actuellement expert thématique sur les filets sociaux de sécurité et les transferts monétaires pour l'Afrique subsaharienne au bureau régional de la délégation générale de ECO à Nairobi. Elle a travaillé en tant qu'experte humanitaire pendant plus de 20 ans pour différentes organisations. Son expérience couvre également les situations de crise aiguës et prolongées, principalement en Afrique subsaharienne. Au cours de des dernières années, elle s'est notamment spécialisée dans le lien entre les interventions humanitaires et le système de protection sociale, en mettant l'accent sur le contexte particulier, conflictuel et complexe. Nous aurons aussi, comme vous le voyez aussi sur la diapo, Paul Carles van Oeford, qui est le conseiller régional politique sociale pour l'UNICEF, pour le bureau Afrique de l'Ouest et du Centre, qui supervise et conseille les équipes de politique sociale de l'UNICEF dans la région, dans le domaine de la protection sociale, la pauvreté de l'enfant, la gestion des finances publiques et la gouvernance locale. Avant d'occuper ce poste, Paul a travaillé en tant que chef de politique sociale à l'UNICEF en Tanzanie, en Zambie, au Vietnam et au Sénégal. Et pour compléter le panel de discussion, nous avons aussi Saba, qui est la conseillère du programme global de transfert monétaire de Relief International depuis 2019. Elle a environ 15 ans d'expérience dans le secteur humanitaire, principalement dans le domaine des transferts monétaires, ainsi que dans une approche hybride avec la protection sociale. Elle a occupé divers postes dans le domaine de la coordination, tel que responsable de consortium, groupe de travail sur les transferts monétaires. Elle a l'expérience de travail dans la région du Sahel en tant que responsable d'un consortium inter-agence de filets sociaux saisonniers. Aussi les liens étroits avec les systèmes, les approches et les organismes d'alerte précoce comme le cadre harmonisé. Saba a également travaillé au Moyen-Orient sur la question de sécurité alimentaire, le groupe de travail sur les transferts monétaires, avant aussi d'occuper d'autres divers postes en Irak, en Turquie, avant de rejoindre Relief International, qui est un membre actif du CCD, qui est un réseau mondial d'ONG internationales qui se consacre à l'amélioration de la qualité de la délivrance des transferts monétaires aux personnes confrontées par les crises humanitaires. Donc voilà, mesdames, messieurs, les présentateurs, les animateurs et la composition du panel de discussion que nous aurons. Donc, naturellement, l'agenda va commencer par le mot d'ouverture de Dr Sintike de la commission de la CEDEAO, avant de passer à une présentation introductive de notre collègue Céline. Et puis, la seconde présentation sera celle de Corina, qui est la consultante indépendante, avant de finir avec la discussion des panélistes dont je viens tout à l'heure de présenter. Et enfin, mon collègue Mirko va conduire la dernière partie de notre webinaire avec une session de récapitulatif.
Céline. Oui, donc nous allons laisser la parole au docteur Sintiki pour son mot d'introduction. Merci beaucoup. Merci Amadou pour cette excellente session d'ouverture. Et au nom de la commission de la CEDEAO, j'aimerais vous souhaiter à tous les bienvenus, à vous, partenaires internationaux, organisations, représentants dans la région qui sont ici avec nous en ligne cet après-midi. Permettez-moi également de commencer par saluer Madame Céline Selinski de Global Learning Platform sur l'aide, l'assistance monétaire et aussi Karina qui va s'adresser à nous au cours de cette session d'ouverture. Bien entendu, je n'oublie pas nos distingués panélistes. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de deux problèmes importants qui sont très capitaux pour la région de la CEDEAO. Il s'agit de la protection sociale et l'assistance humanitaire. Et bien entendu, tout ceci en lien avec le développement de notre région. Pourquoi la protection sociale est-elle importante pour la région de l'Afrique de l'Ouest? Bien entendu, vous savez qu'il s'agit d'un droit humain fondamental et c'est aussi une nécessité sociale et économique. Mais nous savons que au niveau de notre région, nous avons des défis liés à la gestion de la protection sociale, non seulement en termes de couverture, mais aussi en termes de couverture vis-à-vis à notre pourcentage de PIB en termes de protection sociale. Le deuxième élément de notre session d'aujourd'hui, c'est l'assistance ou l'aide humanitaire. En tant que région qui fait face à des crises multifaces, et bien entendu, euh, rassembler ces deux éléments ensemble permet de d'aller de l'avant. Parfois, vous voyez des gens qui gèrent juste l'aspect protection sociale et d'autres qui, au niveau des ministères, parlent uniquement de l'aide humanitaire. Mais ici, nous sommes là en rassemblant ces deux sujets importants afin de voir comment nous pouvons construire des synergies pour avoir des approches plus pertinentes afin de gérer ces problèmes dans notre région. Je vais très rapidement parler avec vous dire ce que la CEDEAO fait en termes de protection sociale. La protection sociale est très importante pour la commission de la CEDEAO. Et vous vous rappelez que en novembre 2023, la commission de la CEDEAO a élaboré et validé son cadre de protection sociale ainsi que son plan opérationnel. Maintenant, pourquoi la CEDEAO, la commission, a développé son cadre de protection sociale? C'est pour donner des directives et des principes à la CEDEAO et à ses États membres afin de définir des interventions de protection. Le cadre de protection de la CEDEAO est conduit par le principe de la fourniture de protection sociale détaillée et inclusive contribuera à l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Nous nous sommes rendus compte que le fait qu'il y ait plusieurs défis dans la région, un certain nombre de chocs, des défis socio-économiques transfrontaliers, il est nécessaire d'avoir un cadre qui permet d'encourager une collaboration à haut niveau, au niveau régional, pour élargir les programmes de protection sociale existants afin d'avoir une approche plus cohérente et plus efficace. Le cadre de protection sociale réitère l'engagement selon lequel au moins 40% de la population est couverte en termes de protection sociale d'ici 2050. Maintenant, connecter la protection sociale et l'assistance humanitaire est l'une des priorités clés du cadre de protection sociale de la CEDEAO. Permettez-moi de vous référer à la section 4.4 du cadre qui nous appelle à une meilleure compréhension des liens
entre le développement humanitaire et la paix. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait que dans ce cadre, il y a des discussions pertinentes et importantes liées à l'aide humanitaire et à la protection sociale. Et j'aimerais souligner certains des points clés et recommandations qui en découlent. L'un d'eux, c'est la coordination et la construction des synergies entre les interventions humanitaires et urgentes sur les questions de protection sociale. Le cadre, c'est réaliser que nous ne pouvons pas permettre à la protection sociale d'évoluer seule, ainsi que l'intervention humanitaire d'évoluer de son côté. Il faut donc s'assurer qu'il y a une synergie entre ces deux secteurs importants. Le deuxième point que le cadre a mentionné, c'est la nécessité de mettre en place des mécanismes d'alerte précoce qui permettront à la location appropriée des ressources humaines et des financements pour gérer les besoins des populations vulnérables. Le troisième point que j'aimerais mentionner, qui est lié à la discussion de ce jour, c'est de s'assurer que nous développions des réponses en utilisant des systèmes de protection sociale existants, en adaptant et à se redressant très rapidement aux besoins liés à l'aide humanitaire dans des situations de crise. On n'a pas besoin de réinventer la roue quand on a des bases de données détaillées et inclusives, des systèmes de protection sociale qui peuvent être rapidement adaptés afin de s'assurer que nous répondions à des crises humanitaires. Ainsi, j'aimerais vous assurer de notre disponibilité à continuer à œuvrer ensemble avec vous afin de mener à bien cette initiative. Cet atelier ou ce webinaire est aussi en lien ou en ligne avec les priorités de la CEDEAO ou bien du plan opérationnel de la CEDEAO en matière de protection sociale de la région de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais également saisir cette occasion pour reconnaître le fait que l'une des choses qu'on a discuté entre États membres au niveau ministériel et au niveau des experts sur la protection, le cadre de protection sociale de la CEDEAO, c'est la nécessité de promouvoir une meilleure coordination de la protection sociale entre les acteurs, que ce soit ceux qui gèrent l'aspect développement, l'humanitaire ou les urgences ou toute forme de crise, et ceux qui traitent de la protection sociale, bien entendu. Ceci réitère qu'on reconnaît que les gouvernements sont des leaders en matière de développement et en matière de protection sociale. On peut voir que dans plusieurs ministères, il y a la protection sociale, que ce soit le ministère de la femme, le ministère de la santé, le ministère de la jeunesse, etc. Tous ces programmes et politiques doivent être mis en synergie. Nous devons améliorer la coordination avec ces programmes et ainsi, la le cadre de protection sociale de la CEDEAO reconnaît la coordination comme l'un de ses principes directeurs clés. Nous espérons qu'aujourd'hui, les panélistes vont essayer, à travers leur expérience, de nous montrer comment nous pouvons non seulement améliorer la coordination et les synergies, mais aussi de renforcer les liens entre l'aide monétaire humanitaire et la protection sociale. Ceci inclut la coordination entre les acteurs humanitaires, comment cela pourrait davantage améliorer la cohérence entre les actions humanitaires et la protection sociale ou les interventions de protection sociale qui traitent des questions de vulnérabilité chronique. Nous comprenons que nous ne pouvons pas avoir une approche euh, singulière, mais à travers ces discussions, nous serons en mesure de partager certaines des meilleures pratiques et des leçons apprises où on pourrait voir tous les efforts qui ont été menés ou des réussites pour assurer la synergie entre l'aide humanitaire et la protection sociale. En tant que CEDEAO, nous saluons ce webinaire et nous
voulons également encourager ces discussions et que ces discussions soient répliquées au niveau national. C'est là où les actions se passent et c'est là où vous avez les acteurs humanitaires, aussi bien dans le secteur gouvernemental que au niveau de la société civile. Bien entendu, vous avez là aussi des partenaires nationaux qui travaillent au niveau national. Et la CEDEAO recommande que ce genre de dialogue ait lieu aussi au niveau national où l'assistance humanitaire en cash est très prominente et où nous voyons le besoin pour un meilleur lien entre les systèmes de protection humanitaire et le besoin d'améliorer des réponses humanitaires et de développement. J'espère avoir des présentations excellentes de nos panélistes et vous pouvez compter sur la CEDEAO qui continuera à vous accompagner si vous décidez de dupliquer ces genres de discussions au niveau national afin de vous fournir les plateformes pour vous engager avec nos États membres sur ces discussions importantes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore. Merci infiniment, Dr. Sitike. Merci d'être revenu de façon si intense sur justement les objectifs de couverture de protection sociale ambitieux que vous êtes fixés, mais aussi de nous exhorter sur plus de coordination avec ce rôle central, comme vous le dites, qu'a l'État, qu'a les gouvernements, donc plus de coordination au sein des différents ministères, mais aussi avec tous les partenaires, tant du développement que de l'humanitaire. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails sur les présentations d'aujourd'hui. Donc, je vais revenir dans un premier temps, si on peut remettre la présentation très rapidement sur le cadre de comment faire justement ces liens, comment associer les transferts humanitaires et la protection sociale. Donc, avant tout, pourquoi créer un lien? C'est exactement ce que le docteur nous disait. Le but, c'est de répondre au mieux aux besoins des populations, de ces populations vulnérables dont elle parlait, dans ce contexte de crise répétée. Qui a été aussi présenté et qui est particulièrement compliqué dans cette région. Donc effectivement, on a une multiplication de crises, une augmentation des besoins humanitaires qui sont présents. On a une réponse à des chocs qui sont souvent prévisibles, récurrents, de plus en plus prolongés. On a aussi des financements humanitaires qui sont souvent de court terme et on a des financements humanitaires aujourd'hui qui sont aussi en train de se réduire au niveau global par rapport à l'augmentation des besoins qui sont là. Donc, on a vraiment des enjeux autour du coût-efficacité, de la rentabilité, mais aussi de la rapidité des actions, tant qu'en action précoce ou même en action anticipatrice par le biais des cycles de programmes existants, mais aussi sur des réponses qui vont être un petit peu de plus grand terme. Puis on a bien sûr tout ce qui a été le gros travail du Grand Bargain, donc bien sûr qui nous a exhorté aussi à faire plus de coordination et de lier notamment la protection sociale avec les transferts monétaires, mais aussi qui appelle à beaucoup plus de localisation, une meilleure utilisation des ressources pour réduire ces besoins. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, à ne pas oublier que si on veut lier, si on exhorte tant à associer plus transfert monétaire et protection sociale, c'est qu'on a un but qui est là, qui est commun. On est d'accord que c'est autour de l'accès aux droits humains qu'on va avoir, qu'on essaye de répondre. On a tous les principes de ne pas nuire, de protection de ces populations. On veut mieux répondre aux besoins qui sont là. On veut essayer effectivement d'adresser un certain nombre de programmes et de problèmes qui sont présents. On veut évidemment avoir une meilleure couverture, une meilleure pertinence, une adéquation qui est plus présente, une exhaustivité en termes de réponses. On veut bien sûr des réponses qui arrivent à temps, qui sont bien efficientes, prévisibles, redevables, durables et appropriées par les personnes. Et évidemment, on a beaucoup d'objectifs qui sont relativement similaires entre les objectifs humanitaires et les objectifs de protection sociale. Et c'est grâce à ça qu'on peut se dire que, bon, en fait, on a les personnes qui sont au centre et le but est bien de les protéger ou de soulager leur souffrance, de
promouvoir ou au moins de maintenir tout ce qui est de la dignité humaine et de subvenir à leurs besoins, renforcer, soutenir tout ce qui est moyen d'existence de ces populations et, de garder ces personnes en vie ou de les maintenir en bonne santé tout au long du cycle de vie. Donc vraiment, on a des choses qui sont très, très similaires si on regarde le côté plutôt protection sociale et le côté humanitaire. Toutefois, slide suivante, on a quand même des divergences malgré toutes ces similarités. Donc, si on reprend les grands principes humanitaires, qui sont humanité, neutralité, impartialité, indépendance, on voit bien qu'ils tendent vers un certain nombre de principes de protection sociale, notamment la solidarité avec ce droit humain qui est là, cette universalité, cette exhaustivité, le fait qu'on essaye de toucher avec une couverture maximum, un maximum de personnes tout au long de ce cycle de vie. On a tout ce qui est d'égalité et de non-discrimination qui rencontrent bien avec l'impartialité et le point d'accroche effectivement de divergence qui peut poser un certain nombre de questions, notamment dans le contexte sahélien. Ça va être toutes les questions d'indépendance versus le fait de mettre l'État au centre, qui est effectivement un actionnariat du gouvernement, quelque chose qui est très poussé, qui est très central et sur lequel il faut s'appuyer quand on parle de protection sociale. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, en fait, quand on réfléchit à ça, on peut se dire, ah bah, ça va être difficile de faire le lien entre l'humanitaire et la protection sociale. Si on regarde sur le continuum un petit peu des besoins et de ce qu'on fait en humanitaire, on va avoir tout ce qui est préparation, qui va être là avec potentiellement les actions anticipatrices. Après, on a le choc qui arrive, on a ces catastrophes et on va répondre en urgence. Il vaut mieux s'y être préparé. On va avoir toute la phase entre la réponse d'urgence et des premiers signes de relèvement précoce, puis on va rentrer plutôt sur ces parties-là avant d'essayer de tendre vers de la résilience. Ça fonctionne bien avec les fonctions de la protection sociale, donc je te fais avec effectivement la prévention qui est là pour éviter les privations, la protection qui est là dès que ça arrive, donc pour essayer de soulager à ce moment-là, mais on va aussi aller vers de la promotion et de la transformation pour améliorer les revenus et répondre aux préoccupations. Donc en fait, on a, même sur nos fonctions, on a des choses qui sont très, très liées l'une à l'autre. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc, si on regarde maintenant avec un focus plus protection sociale, donc on l'a fait avec plus humanitaire, on a effectivement des piliers qui sont présents. Donc, on a la protection sociale qui est contributive. Donc là, je n'en bénéficierai qu'à partir du moment où je vais contribuer à ça. C'est ce qu'on a l'assurance sociale. On a aussi toute la protection sociale qui est non contributive. Donc là, c'est je veux contribuer selon mes moyens et je vais recevoir selon mes besoins. Donc, du coup, c'est tout ce gros pilier-là sur lequel on va travailler. Et il y a le dernier pilier qui va être les politiques, marché du travail, etc. Comme le docteur Sittinger nous rappelait, il y a évidemment beaucoup de politiques gouvernementales qui vont aider et contribuer à cette protection sociale. Sur la partie transfert monétaire et réponse humanitaire, souvent on se focus beaucoup plus sur la partie non contributive. Je te permets de cliquer, s'il te plaît, Sophie, sur la partie assistance sociale, filets de sécurité sociale, filets sociaux, on les appelle de différentes manières dans la région. Et c'est là aussi on va avoir beaucoup plus de transferts monétaires, notamment à travers les différents transferts sociaux auxquels on peut penser, qui peuvent être présents. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, du coup, on a vraiment une pertinence à faire un lien, comme ça a été dit précédemment. On peut utiliser des systèmes existants pour essayer de lancer plus rapidement quelque chose qui existe quand le système est existant. Quand le système n'est pas existant, on peut effectivement le renforcer, y contribuer, essayer de le rendre plus solide ou d'aider à le créer, à le designer. Et le but, c'est évidemment de renforcer les compétences. Donc, on a du lien qui est très faisable et qui permet de l'utilisation et de la contribution dans les deux cas. Next. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, il y a tout un continuum autour de ça et effectivement, on peut choisir un petit peu à la carte sur à quel niveau on veut s'intégrer. On ne veut pas du tout s'intégrer et à ce moment-là, on va créer un système humanitaire parallèle, autonome au système de protection sociale qui est existant ou inversement. On peut aller vers différents niveaux d'intégration pour aller vers une intégration la plus totale. Donc, on a plusieurs étapes qui peuvent être là. On a l'alignement, quelque chose où on va essayer de s'aligner, on va avoir certains points communs, on peut avoir des divergences aussi, mais en tout cas, on va arrêter de s'ignorer pour se faire et on va commencer à pouvoir travailler ensemble. On peut essayer de se greffer au système existant. Par exemple, une réponse unitaire qui va
humanitaire qui va utiliser des éléments du système national en place, peut-être une partie des listes, peut-être une partie de la structure qui est déjà là, qui peut être pensée. Et du coup, on va ajouter à ça. Et après, on peut avoir tout ce qui est expansion du système. Donc, c'est ce qu'on appelle communément un petit peu les top-up avec des expansions verticales ou horizontales et ou, parce que ça peut être les deux. Et là, on va être sur beaucoup plus d'intégration. Slide suivante, s'il te plaît. Bien sûr, on a des limites et les liens ne méritent pas toujours d'être créés. Donc, on a des différences qui sont notables, comme on l'a vu, notamment en termes de mandat et de principe. Et la première chose pour laquelle, en règle générale, on va choisir de ne pas lier, c'est au risque de nuire. Donc, on va essayer d'assurer la protection de nos populations. Donc, dans certains cas, si on est sur notamment des zones de conflit, etc., on peut choisir de ne pas se lier pour éviter de nuire à cette population, notamment sur des populations marginalisées, fragiles, etc. Ça va dépendre aussi du type de choc qui est traité. Si on a un choc qui est d'une très grande rapidité où il faut répondre de façon très très rapide aussi, à ce moment-là, on n'en va pas toujours avoir le temps, si on n'a pas eu le temps de s'y préparer en avant, de faire des liens. On va avoir des questions de ciblage. Donc là, ça va être des populations qu'on veut cibler ou non. C'est souvent le cas pour les populations migrantes, par exemple, ou des populations réfugiées, où du coup, il n'y a pas obligatoirement une intégration dans le système de protection sociale. C'est un ciblage qui va être différent. Ça peut être aussi avec des questions de direction, de leadership. Donc, comme on l'a vu, c'est un rôle central de l'État, les gouvernements. Si le gouvernement, dans certaines zones, est partie prenante du conflit, eh bien, effectivement, on va éviter de créer des liens dans ces zones-là en tant qu'humanitaire. Pour ne pas créer de problèmes supplémentaires. Et puis après, ça peut être des problèmes de prévisibilité de durée de l'EB. Si on a une toute petite enveloppe pour du one-shot sur quelque chose de très précis, créer du lien peut être peut-être trop chronophage et donc on va choisir de ne pas le faire. Toutefois, ne pas créer du lien ne veut pas dire qu'on doit s'ignorer complètement. On peut quand même au moins être au courant les uns des autres. On peut penser à aller, si le système de protection sociale est du coup robuste, etc., à quand même s'appuyer dessus pour essayer de répondre, ou on peut, s'il est peu là, quand même d'essayer par rapport aux programmes qui sont faits en humanitaire, de guider, de penser au système qui pourra être mis en place dans le futur. Donc en tant qu'acteur humanitaire, on a effectivement beaucoup d'outils qui sont là, bien sûr tous les outils de coordination, donc c'est ça vers lequel on essaye d'exhorter, d'aller un petit peu plus, de faire plus de liens, mais aussi tout ce qui est assistance technique, etc., sur lequel on peut revenir et on va revenir sur les prochaines présentations. Slide suivante, Sophie. Du coup, si vous voulez en apprendre plus, parce que je suis désolée, c'était une présentation un petit peu rapide, je vous propose d'aller en apprendre plus sur les e-learning qui sont disponibles en anglais et en français, qui sont gratuits et qui permettent de revoir un petit peu les bases de tous ces liens, de tous les concepts qui sont présents sur la protection sociale et les liens possibles avec l'humanitaire. Et aussi, s'il y a besoin, il y a une boîte à outils qui est disponible sur le site du CALP. Pardon, c'est la dernière slide, Sophie, auquel vous pouvez avoir accès. Alors, c'est majoritairement des outils qui sont en anglais. Toujours est-il qu'ils existent, donc n'hésitez pas à les prendre et à les torturer pour qu'ils conviennent à vos contextes et répondre à vos besoins. Donc, pour moi, je vais m'arrêter là et j'ai vraiment le grand plaisir maintenant d'écouter Corinna qui va nous faire justement une relecture du rapport sur lequel elle a travaillé dans la région sur les liens entre protection sociale et assistance en transfert monétaire. Merci, Corinna, je te laisse la parole. Merci, Céline. Bon après-midi à tous et à toutes. Effectivement, je vous présente dans la plupart de ma présentation les résultats de ce rapport que j'ai écrit comme un travail d'équipe. Il y a 3 autres qui ont contribué que je voudrais quand même mentionner. Donc, c'est Sophie Battas qui était consultante à l'époque aussi. Il y a Karine Seifert qui est directrice de Oxford Policy Management Europe et Mira Saidi qui fait partie de l'équipe de la Banque mondiale au Sahel. L'objectif était vraiment de regarder de près toutes ces questions que Céline vient de présenter, donc d'identifier les points de connexion pour arriver à plus de convergence et les facteurs facilitateurs pour ceci, mais aussi les obstacles, parce qu'on a quand même trouvé que, oui, dans la théorie, c'est très facile de le dire, tout le monde est d'accord sur les grands principes, mais le diable reste quand même dans les détails.
Et donc, nous avons, next slide, utilisé le cadre que Céline vient de présenter, donc qui est l'effet d'un travail que Oxford Policy Management a fait en 2019. Et nous avons regardé pour chaque pays que nous avons étudié et pour chaque programme 16 éléments différents. Vous voyez la liste des 16 éléments. Ils sont regroupés en 4 niveaux. Donc, la politique nationale, les objectifs de chaque programme, la conception et la mise en œuvre dans la réalité et dans les détails. Et comme Céline a expliqué, l'idée, c'est vraiment qu'il ne faut pas choisir soit l'alignement complet, soit rien du tout. On a une option et pour différents éléments, on peut choisir différentes options. Next slide. Nous avons travaillé sur chacun des 6 pays de la sous-région. En ce qui concerne les programmes humanitaires, on a mis comme critère qu'ils appuyaient quand même au moins 5 000 ménages. Et dans la plupart des programmes, il s'agissait de l'appui pendant la période de soudure, surtout dans les années 2020-2021. Mais pour le Tchad, le focus était explicitement sur les réfugiés. Et au Mali et Burkina Faso, aussi dû au contexte, on a aussi regardé des appuis aux personnes déplacées. Next slide. Voilà, donc à travers la région, on a trouvé qu'il y a quand même des systèmes de protection sociale naissants. C'est surtout grâce à l'investissement de la Banque mondiale et des bailleurs du fonds fiduciaire SASPP, Sahel Adaptive Social Protection Programme, qui depuis donc 2014 appuie les différents pays à mettre des piliers, des bases pour les systèmes nationaux. Mais malgré tous ces investissements, les systèmes réguliers ne sont pas encore en mesure de couvrir vraiment tous les pauvres comme objectif que Dr. Sintiki nous a présenté. Et surtout, encore moins dans la période de soudure où les besoins augmentent à grande échelle. Et c'est pourquoi donc la coordination avec les humanitaires reste vraiment essentielle. Next slide. Donc, pourquoi? Comme Céline aussi a mentionné, la convergence n'est pas un objectif en soi. Ça, il faut vraiment le souligner. Mais il y a quand même des très bonnes raisons, surtout dans la région. Il y a des raisons stratégiques. On a vu, les besoins sont récurrents et cycliques, surtout les besoins pendant la période de soudure. La situation des ressources est très, très préoccupante. Il faut vraiment chercher tout moyen pour travailler le plus efficacement possible. Et donc, pour pouvoir atteindre un niveau minimum de couverture, il faut que les deux côtés, les humanitaires et les programmes de développement, travaillent ensemble. Nous avons donc regardé le paysage, le panorama, next slide, de l'alignement dans la région. Je vous invite de consulter le rapport pour mieux comprendre ce qui se trouve sur ce slide très coloré. Vous voyez donc les 4 colonnes des différentes options d'alignement et vous voyez très rapidement que la plupart des programmes travaillent en parallèle. Il y a très peu d'éléments qu'on a trouvés qui vraiment s'orientent vers un alignement plus poussé. Donc, dans la totalité, next slide please, on voit ce qu'on pourrait appeler une convergence en demi-teinte. Il n'y a pas encore beaucoup de points de forte convergence et on a aussi trouvé des exemples où la convergence n'était pas unidirectionnelle. Il y a des exemples où elle a été inversée dans certains pays et certaines années. On a trouvé des éléments qui pourraient faciliter plus de convergence, mais qui ne sont pas encore pleinement exploités. Et on a travaillé beaucoup sur les différents outils et comment les uns et les autres les utilisent ou pas encore, et quel est un peu le business case pour cet investissement et sa rentabilisation. Next slide. Donc, je vais vous présenter surtout 2 chapitres du rapport. Le chapitre qui analyse les différentes méthodes de travail et qui a donc trouvé des facteurs habilitants ou bloquants. Et après, je passerai au chapitre qui analyse plus en détail les différents éléments. Si vous regardez alors ces méthodes de travail, vous trouvez à votre gauche des facilitateurs de la convergence.
Et on a trouvé que c'est surtout des relations humaines préétablies, une historique d'avoir déjà collaboré dans le passé qui facilite la convergence. Et c'est surtout en Mauritanie où on trouve un très, très bon exemple de cette attitude. Donc là, la communauté est vraiment travaille très étroitement ensemble. On a aussi trouvé ce qu'on a appelé des facilitateurs en attente. Ce sont surtout des engagements politiques mondiaux en faveur de la convergence qui pourraient encore être plus exploités au niveau des différents pays. Par exemple, la politique globale du PAM promet de travailler très étroitement avec les systèmes de protection sociale et aussi le Collaborative Cash Delivery Network, qui fait partie des organisateurs de ce webinaire, a une politique de partout où c'est possible et approprié travailler envers la convergence. Après, il y a des méthodes qui sont bidirectionnelles. Donc, elles peuvent aider lorsqu'elles existent, mais elles peuvent aussi entraver lorsqu'elles n'existent pas. J'y reviendrai avec quelques exemples. Et après, on a des barrières et des blocages. Et j'aurai aussi quelques exemples. Voilà. Next slide, oui. Donc, la politique et les procédures des bailleurs jouent vraiment un rôle majeur pour la convergence. Mais on a trouvé plusieurs exemples où les bailleurs ne tirent pas toujours ou pas encore suffisamment parti vraiment de ce potentiel positif vers la convergence. On a trouvé qu'il y a des exemples où les priorités ou la propension au risque des différents bailleurs peuvent être un frein. Et donc là, et après, je crois, dans le panel, il y aura aussi cette question et les bailleurs vont la discuter. Next slide. Un autre élément, une autre méthode de travail qui est bidirectionnelle, c'est le leadership du gouvernement. On en a déjà donc entendu parler par la docteure Sintike. Donc, le leadership gouvernemental est vraiment important pour fixer les objectifs. Et c'est de nouveau l'exemple de la Mauritanie, mais aussi du Sénégal, où on montre des forts signes de convergence grâce aussi à un leadership très clair du gouvernement. De l'autre côté, dans les systèmes un peu moins établis, par exemple au Tchad et aussi au Burkina, les partenaires humanitaires sont un peu moins désireux de converger parce que c'est plus compliqué à se converger à un système qui n'existe pas encore d'une façon vraiment établie. Voilà, et donc l'ancrage institutionnel et surtout la question si les institutions en charge de la protection sociale sont stables et établissent les liens avec les réponses au choc, ce sont des conditions préalables pour vraiment faciliter la convergence. Tandis que de l'autre côté, là, dans des pays où on trouve des structures gouvernementales un peu fragmentisées où les responsabilités ne sont pas trop claires, ça devient un obstacle à plus de cohérence. Parlons des obstacles. Un obstacle très, très clair, c'est l'économie politique et les intérêts institutionnels. Soyons clairs, tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine ont des intérêts institutionnels. Ça, c'est normal, c'est clair. Mais on n'en discute pas toujours. De temps en temps, ce sont des intérêts un peu cachés et ça ne facilite pas une discussion ouverte et transparente. La concurrence entre les agences, c'est aussi une difficulté pour une poursuite de l'harmonisation parce que, bon, en adoptant des systèmes gouvernementaux, il y a quand même des craintes que ça pourrait représenter une perte de contrôle et potentiellement des financements, y compris des postes de travail et aussi des budgets de frais généraux. Donc, tout cela, ça, c'est difficile. Je passe maintenant aux éléments des programmes. Et là, de nouveau, on a regardé qu'est-ce qui est plus facile à aligner et où est-ce que le niveau de contestation est plus élevé. Donc, nous avons trouvé 3 groupes d'éléments. À votre gauche, vous trouvez les éléments qui sont ou seraient facilement de s'accorder. On a trouvé des éléments litigieux,
mais où il y a quand même de marge d'œuvre pour surmonter les difficultés. Et à votre droite, on a trouvé des obstacles. Et donc, je vais vous donner quelques exemples pour chacun de ces groupes, ce groupe-là. Voilà, donc les éléments moins litigieux, les systèmes de paiement. On a trouvé qu'il y a déjà plusieurs ou beaucoup de programmes utilisent les mêmes prestataires de services financiers sans de le savoir nécessairement ou même où on le sait, sans négocier les contrats conjointement d'une façon pour obtenir vraiment des meilleures conditions et réduire surtout les frais. On a aussi trouvé que dans plusieurs pays, des programmes travaillent à travers les mêmes acteurs locaux, les mêmes ONG de la société civile, mais sans y avoir vraiment cartographié systématiquement ce chevauchement, ces engagements conjoints. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment exploiter plus et arriver à une communication consolidée et harmonisée vis-à-vis des communautés. Alors, on a déjà parlé du ciblage, de l'enregistrement, et justement, donc ça, c'est aussi un élément très, très important qu'on a trouvé où il y a de marge de manœuvre, parce que les registres sociaux dans la région qui existent dans chacun des pays peuvent être un point de connexion, mais parce qu'il y a déjà un accord sur le fait qu'un registre social, c'est vraiment un élément clé d'un système national, et c'est potentiellement un instrument très utile pour le ciblage fait par les humanitaires. De l'autre côté, il y a quand même des divergences sur la méthodologie et aussi de temps en temps une question sur la transparence du processus. Et maintenant, je passe brièvement à la présentation rapide d'un autre rapport auquel j'ai contribué, qui a été publié par les bureaux régionaux du PAM et de l'UNICEF à Dakar, et donc qui porte sur l'utilité et l'utilisation des registres sociaux dans la région pour le ciblage basé sur la vulnérabilité. Et là, de nouveau, on voit que le diable, c'est vraiment dans les détails, parce que c'est la stratégie de collecte de données. Donc, la question, où est-ce qu'on va pour enregistrer les gens? La couverture géographique, mais aussi la taille de la couverture. Qui est enregistrée? Est-ce que les personnes déplacées, par exemple, sont-elles incluses ou sont-elles exclues? Quelle est la périodicité de la mise à jour? Est-ce que les données sont récentes ou est-ce qu'elles datent de plusieurs années? Tout ça joue sur l'appétit, mais aussi l'ouverture des humanitaires d'utiliser ces registres. Next slide. Et si nous regardons donc combien de programmes utilisent les registres sociaux à travers la région, on voit très clairement que c'est de nouveau le Sénégal et la Mauritanie en tête, où il y a beaucoup d'utilisateurs. Et il faut souligner quand même qu'au Sénégal, l'utilisation est obligatoire, tandis qu'en Mauritanie, elle est volontaire, c'est-à-dire c'est la qualité du registre en Mauritanie qui vraiment invite les programmes à l'utiliser. Et ce message, elle est vraiment important. Donc, disposer d'une grande quantité de données n'a pas de sens si ces données ne sont pas utilisées et parce que c'est l'utilisation du registre qui rend l'investissement et ça coûte cher vraiment utile. Next slide. L'utilisation peut aussi être un défi. Et là, nous avons donc un exemple du Niger qui montre qu'il y a quand même des efforts considérables déployés pour collecter des données, mais ces efforts ne s'accompagnent pas encore d'une utilisation suffisante des données qui existent. Et maintenant, je repars au rapport fait pour la Banque mondiale. Donc, un élément qui est vraiment, vraiment difficile à harmoniser et à changer, c'est le montant, les valeurs des transferts. Les acteurs humanitaires, vous vous rappelez, donc, Céline en a déjà parlé, veulent répondre aux besoins de base et veulent prévenir les stratégies de suivi néfastes. Donc, c'est à cause de ça qu'ils donnent la priorité à l'adéquation du support. Le gouvernement, de l'autre côté,
donne souvent la priorité sur la couverture en suivant un principe d'équité. Et bien évidemment, ils doivent aussi assurer la viabilité budgétaire à long terme de leurs services, filets sociaux. Et voilà, donc là, on a une question de divergence et d'arbitrage difficile. Mais il faut souligner, harmoniser les valeurs ne signifie pas nécessairement de les homogénéiser. Ce qui est important, c'est de mener un dialogue sur la façon comment chacun des deux côtés établit ses valeurs et au moins harmoniser parmi les mêmes types de programmes. Juste pour vous donner un exemple, au Burkina Faso, l'assistance en soudure en 2022 a trouvé 18 différentes valeurs. Un an plus tard, en 2023, ils ont quand même pu réduire à que 8 transferts différents. Donc, c'est du progrès, mais ça reste encore un défi. Voilà, je passe aux conclusions et recommandations. La question principale, c'est vraiment comment traduire cet accord de principe, next slide please, selon lequel la collaboration permettra d'obtenir des meilleurs résultats en moyens pratiques. Et nous recommandons d'abord de se concentrer vraiment sur la valeur ajoutée stratégique et les objectifs partagés et voir comment ça se décline pour chaque pays. Et vraiment utiliser les ressources limitées, parce qu'on sait qu'elles sont très limitées, plus efficacement. Et c'est aussi quelque chose que les bailleurs devraient encore plus encourager et plus fortement accompagner. Soyons réalistes, il y aura toujours des compromis à faire parce qu'il reste ces divergences qui demandent un arbitrage difficile. On a déjà parlé de l'arbitrage entre la couverture de l'un côté et l'adéquation de l'assistance de l'autre côté. Mais en ce qui concerne surtout le ciblage et l'utilisation des registres, il y a aussi un arbitrage entre la mise en place d'une réponse rapide, favorisée par les humanitaires, et l'investissement à long terme dans la construction durable d'un système national. Aussi, il ne faut pas être naïf, il peut y avoir des incitations, mais soyons pas découragés parce qu'on doit les comprendre et on doit vivre avec. Ce qui est important, c'est de vraiment développer un terrain d'entente, étape par étape. Et mon dernier slide va donc parler de comment le faire. Très important. Et depuis on a fait l'étude pendant la période de Covid, mais heureusement, on a pu surpasser donc ces obstacles-là. Donc, parce que rassembler les gens physiquement, être dans la même salle, se parler est important, mais aussi de les rassembler techniquement et idéologiquement. Surtout idéologiquement pour comprendre pourquoi et comment l'autre côté fonctionne. Et ça, vraiment, ça fonctionne bien si on pourrait travailler dans des équipes mixtes plutôt que chaque côté dans peut-être sa bulle. Parler d'une seule voix, surtout vis-à-vis aussi les structures gouvernementales, est important pour ne pas tomber dans une politique de diviser pour régner. On recommande de rechercher vraiment d'abord les gains rapides. Il y a des choses qui sont plus faciles, comme je viens de démontrer. Et soyons prêts pour un parcours de longue haleine, parce que c'est quand même un marathon et pas un sprint. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je recommande de trouver le rapport en ligne. On vous invite de poser vos questions par écrit. Et je passe donc la parole à Amadou pour la discussion du panel. Merci beaucoup. Merci Corinna. Merci pour vraiment ce tour d'horizon très intéressant qui montre à la fois les difficultés et les opportunités de lier vraiment les acteurs humanitaires et le monde du développement et la protection sociale. Je vais continuer dans la même lignée parce que je crois que autant Dr Sintike, Céline et Corinna ont beaucoup insisté sur le fait d'établir des liens entre les acteurs humanitaires notamment et les systèmes de protection sociale. Ma première question va directement aller à Christian de la Banque mondiale.
Donc, je vais plutôt parler des financements là, parce que comme Corinna l'a rappelé, il faut investir sur c'est important d'investir sur les systèmes durables. Et j'aimerais savoir, Christian, donc, quel rôle les bailleurs de fonds, qu'ils soient seuls ou en partenariat, peuvent jouer pour faciliter l'établissement justement de ces liens entre les programmes humanitaires qui ont un volet cash et les systèmes de protection sociale dans la région. Merci beaucoup pour la question et aussi merci pour nous rassembler parce que il faut le dialogue sur des forats comme ça pour avancer sur cette agenda qui est important. Donc, juste pour lancer un peu la discussion là-dessus, le rôle des bailleurs de fonds, à mon avis, sont tout d'abord vraiment focalisés sur un soutien d'alignement sur la base d'analyse et de l'action. Et si on regarde la situation dans la région, ce qui est important, c'est de s'aligner sur l'analyse, qu'on n'est pas dans une situation d'urgence soudaine, mais en fait une situation de crise, de polycrise ou de permacrise, avec des effets qui interagissent et donc qui nécessitent une réponse structurelle. Et donc, pour avancer avec une réponse structurelle, il faut plusieurs temps et, et des approches diversifiées. On t'entend Mais très ce qui est mal, important, Christian. Il y a un problème de son. Je sais pas, ça coupe. On a du mal à te suivre. je vais Alors là c'est peut-être bon. Là, c'est bon. plus proche. Donc, comme je disais, l'analyse, quand on est dans une situation de crise et pas d'une urgence temporaire, et qu'il faut une réponse structurelle et diversifiée, avec un rôle plus important de l'État. Donc, l'État ne peut pas se poser sur les facteurs humanitaires uniquement pour la gestion de la réponse à cette crise politique pendant la crise. Et donc, c'est là où le rôle des bailleurs arrive parce qu'il faut renforcer une approche systémique au sein du gouvernement avec une augmentation des capacités d'analyse et de mise en œuvre, une capacité de coordination, une capacité de mobiliser le financement dans une manière positionnée pour faciliter une action rapide. Et donc, c'est important vraiment d'être clair sur ce changement de contexte. Et donc, ça nécessite un dialogue qui est clair, qui est inclusif. Et le rôle des bailleurs, à la fois, effectivement, c'est de financer, mais aussi c'est de contribuer à ce dialogue à la fois dans la communauté, mais aussi avec les gouvernements, où il faut un changement d'approche et un changement de réflexion sur le besoin d'un vrai partenariat. Et donc, c'est un rôle pour les bailleurs, effectivement, de financement dans une direction d'une approche plus systémique, plus pérenne, avec un rôle plus important de l'État, mais aussi, vu qu'on voit un monde compliqué, avec des capacités limitées, il faut avoir un dialogue avec un cadre conceptuel qui soit clair. Et je crois que le rapport, ou les deux rapports que Corinna vient de présenter, donnent une importante contribution aussi à faciliter ces dialogues. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je pense qu'effectivement, beaucoup sur la question du dialogue inclusif. Justement, à propos du dialogue inclusif, je vais peut-être poser une question et je crois que Christian a beaucoup insisté sur la question du rôle du gouvernement. Mais je pense aussi puisque le dialogue doit être inclusif, on doit aussi avoir aussi la société civile dans la discussion, dans la conversation. Et donc, ma question cette fois-ci va s'adresser à Saba.
qui représente donc le CCD, qui est une coalition d'ONG. Saba, quels changements ou améliorations, adaptations peuvent être nécessaires pour justement faciliter une approche qui est plus ou moins intégrée et durable entre les programmes humanitaires avec un volet cash et la protection sociale? Comment vous, en tant qu'ONG, vous voyez cela? Alors, du coup, nous, c'est vachement en lien avec tout ce qui a été dit avant, donc on est très content de pouvoir compléter aussi par notre perspective. Alors, d'abord, pour nous, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est de travailler à renforcer les mécanismes de coordination institutionnelle. Donc là, on parle vraiment au niveau national pour les pays, mais aussi au niveau régional décentralisé, en explorant la possibilité de créer des cadres communs d'intervention, de coordination et idéalement de gouvernance. Tout ça pour faciliter la prise de décision entre les différents acteurs et au sein des différentes institutions. On propose aussi de travailler par le biais de groupes de travail communs et conjoints, donc vraiment travailler à unir tout le monde, à partager des expériences des uns et des autres, et pour faciliter le partage d'informations, par exemple, quelque chose qui serait comparable au cash working group qu'on a dans l'architecture humanitaire. On veut aussi explorer la possibilité d'encourager les processus de planification conjointe. Et quand on dit alignement, on ne parle pas effectivement d'homogénéisation, mais vraiment travailler à la cohérence des interventions en lien avec les objectifs distincts des différents programmes, des mandats et des différentes institutions, vraiment travailler à, euh, à cette cohérence sans forcément un alignement et une homogénéisation. Et la question des partages de données qui nécessite vraiment de poser un cadre dans le respect en matière de protection des données, en lien avec les besoins des pays, donc vraiment se positionner sur quelle est la réponse, quelle est l'architecture de la réponse, quels sont les besoins, et pour qu'ils puissent aussi également répondre à tous les types de besoins qui existent. Donc travailler sur des outils communs qui puissent répondre à toutes les formes, aux besoins de données de tous les types de programmes. Dans un deuxième temps, et encore en lien avec ce qui a été dit, on voudrait proposer de travailler sur la connectivité et l'intégration des différents types de programmes pour garantir une continuité, mais aussi garantir une complémentarité des approches. Et là, on parle d'établir des liens entre les différents mécanismes de transfert monétaire et de protection sociale. Typiquement, ce qu'on peut avoir dans la région, c'est des mécanismes de réponse rapide, des transferts monétaires saisonniers, et puis on va avoir aussi des filets sociaux qui sont plus réguliers et plus prévisibles. On propose aussi de travailler à explorer la possibilité d'avoir des programmes à modalité flexible, donc pour pouvoir vraiment transférer, communiquer ou vraiment établir des liens et avoir cette flexibilité de bouger entre les différents programmes et travailler à des liens bien au-delà de la modalité cash. Donc, ce qui induit une intersectorialité et une coordination à développer entre les différents ministères. Donc là, on parle de la gestion des risques et des catastrophes, on parle des programmes de protection sociale à vocation éducation, santé, on parle de services sociaux, etc. Et enfin, on voudrait aussi explorer la possibilité d'impliquer la vision des populations qu'on aide dans l'évaluation, la mise en œuvre des programmes et la conception, bien évidemment, pour vraiment évaluer tout cet écosystème depuis leur perspective et vraiment travailler à inclure leur vision sur la pertinence et l'efficacité. Et enfin, comme ça a été dit avant, travailler au dialogue et à l'interconnaissance des différents acteurs. Travailler sur des initiatives de renforcement des capacités qui va viser à améliorer l'interconnaissance des approches, des priorités et des contraintes de chacun. Parce que vraiment, il y a des différences culturelles voilà, pour lesquelles il y a vraiment besoin de créer un dialogue pour vraiment faciliter la collaboration. Travailler à promouvoir une approche transversale et intégrée. On parle de ciblage, du suivi et évaluation des interventions, mais également pour éviter que les approches ne soient trop cloisonnées. Enfin, travailler à mettre en place des plateformes de partage de connaissances pour tout ce qui touche à l'innovation, à tous les défis, à la question de l'impact, du coût-bénéfice qui se pose quand on parle d'intégration entre les transferts monétaires humanitaires et la protection sociale. Et enfin, travailler à des pistes communes de plaidoyer pour l'influence des politiques, bien évidemment, mais pour également travailler sur des approches plus flexibles, des mécanismes de financement plus flexibles et pourquoi pas mixtes et conjoints. Merci.
Merci beaucoup, Sabah. Je retiens que la question de dépasser les approches cloisonnées, la question de développer des outils communs, de mettre en place une architecture de la réponse, travailler plus sur la complémentarité et la continuité, sur des transferts qui sont plus réguliers et qui sont plus prévisibles, et mettre au centre les personnes qui sont assistées. Je pense que ce sont des questions qui sont très importantes et tu as beaucoup mis en évidence la question de la coordination. Et donc là, j'aimerais vraiment poser une question à Paul et Sigrid, et peut-être Christian pour continuer. En matière de coordination, quel mécanisme de coordination dans la sous-région se prête bien à un échange justement entre partenaires techniques et financiers, en appui au gouvernement, en appui à la communauté humanitaire et pour en fait faire émerger une meilleure coordination et une meilleure cohérence en matière d'assistance aux personnes et comme l'a dit Sabah, de mettre les personnes assistées au centre. Donc Paul et puis peut-être après Sigrid pour compléter sur la question de la coordination et des mécanismes de coordination qui existent et qui peuvent émerger. Super, merci beaucoup Amadou et bonjour à tous et merci beaucoup de l'opportunité de participer dans ce panel. Et la petite contribution, c'est au nom de l'UNICEF et du PAM parce qu'elle se base sur les expériences de l'UNICEF et du PAM à travers notre programme conjoint de protection sociale que nous mettons en œuvre au Sahel. Donc, par rapport à la question de la coordination, on parle souvent de qu'est-ce que l'on discute, qu'est-ce que l'on coordonne, mais un peu moins des plateformes réelles et concrètes qui existent et qui peuvent donner cette opportunité de dialogue. Et je pense qu'il est important de voir trois niveaux de plateforme. Tout d'abord, le gouvernement, et le mécanisme de coordination qui existe au sein du gouvernement, puis les plateformes qui permettent un dialogue entre le gouvernement d'une part et les partenaires acteurs humanitaires d'autre part. Et troisième niveau, coordination entre partenaires qui appuient la protection sociale et les acteurs humanitaires. Et l'ensemble de ces trois niveaux se joue au niveau central et puis au niveau décentralisé, niveau qu'on oublie parfois. Donc, au sein du gouvernement, regardons par exemple le Sahel, ce n'est pas toujours évident quel est le mécanisme le plus approprié au sein du gouvernement pour le dialogue entre le lien système protection sociale et action humanitaire avec un volet cash. Il y a des pays même qui n'ont pas de mécanisme de coordination pour le secteur. Et donc là se présente un agenda d'appui au pays pour la mise en place d'un mécanisme de coordination pour le secteur de la protection sociale pour que le gouvernement puisse exercer son leadership dans le secteur, initier et participer dans le dialogue. Et les discussions au fil des années passées sur la protection sociale adaptative, ces liens déjà ont permis de renforcer la réflexion sur quels sont les acteurs qui doivent participer dans ces plateformes. Puis, ma dernière remarque aussi sur la coordination au sein du gouvernement. On parle du lien protection sociale et action humanitaire, mais même au sein des gouvernements, il y a une discussion très importante à renforcer entre les acteurs qui mettent en œuvre des programmes de protection sociale et les acteurs qui mettent en œuvre des réponses aux urgences dans le gouvernement. Et ce niveau de coordination aussi est critique au-delà de la discussion entre acteurs humanitaires, partenaires et gouvernement. Donc, pour finir, je pense qu'il faut commencer très simple dans les différentes plateformes que je viens d'évoquer. Commençons à se connaître entre gouvernements, surtout, et acteurs humanitaires. Est-ce qu'on peut créer non seulement des plateformes formelles, mais aussi des espaces un peu plus informels qui permettent à comprendre nos perspectives, nos visions et nos priorités? Puis, très simplement, échangeons les informations. Parfois, au sein du gouvernement, il y a un manque d'informations sur ce qui se passe dans le secteur humanitaire et vice-versa aussi. On peut renforcer cet aspect. Et puis, arrivons à une petite analyse commune sur les goulots prioritaires qu'on peut aborder, utiliser comme porte d'entrée pour renforcer les liens
et finalement peut-être aller vers un agenda commun sur plusieurs années qui nous permettent de rester engagés dans ce dialogue. À toi. Merci beaucoup. Merci Paul. Je retiens la question de l'analyse commune et les 3 niveaux de coordination dont tu as parlé, le gouvernement, au sein du gouvernement, entre gouvernement, acteurs humanitaires et entre acteurs humanitaires. Je voudrais passer la parole peut-être à Sigrid pour continuer en fait cette discussion, puisque ce serait intéressant d'avoir le point de vue de l'Union européenne sur cette question de la coordination. Sigrid. Oui, pour rebondir sur ce point par rapport au gouvernement et qu'est-ce que vraiment on a aussi comme acquis dans la sous-région, notamment au Sahel depuis 40 ans, depuis les premières crises alimentaires et nutritionnelles des années 60, des années 80, la communauté internationale a soutenu, que ce soit côté développement humanitaire, la mise en place des dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises qui ont des noms différents dans chaque pays et qui sont étendus progressivement aussi ces mécanismes aux pays côtiers. Il y a aussi au niveau régional une cellule forte ou le SEALS. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'était par rapport à une crise très spécifique, les sécheresses, les crises, disons, liées à des chocs naturels. Maintenant, depuis une 10 décennies d'années, il y a un autre type de choc qui est arrivé dans la sous-région. Voilà, les conflits, les déplacements de population, les violations des droits de l'homme, des protections des populations. Donc, il y a une toute nouvelle dimension qu'il faudra aussi adresser d'une façon coordonnée. Et donc, à l'époque, effectivement, on a travaillé ensemble sur tout ce cycle de coordination de la réponse d'urgence par rapport aux sécheresses. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport au conflit? Et ce cycle de planification des réponses, de suivi des réponses pour la sécheresse, maintenant, voilà, on improvise encore parce que c'est encore récent. Dans les zones déplacées, par exemple, les humanitaires, comme Sabah l'a mentionné tout à l'heure, il y a notamment les réponses, les mécanismes de réponse rapides, les RRM, où les humanitaires ont peut-être des fonds pour 3 mois, pour au moins couvrir d'une façon avec tous les besoins de survie, que ce soit cash food, monétaire, donc alimentaire, santé, protection, donc trauma, conflit, donc eau potable. Donc c'est très compréhensif, c'est donc très complet ce paquet. C'est Dunaran, donc c'est sans nuire et c'est très rapide. Donc, en fait, c'est un modèle, on pourrait dire, pour, en fait, la réponse au choc. Donc, un outil qui peut déjà servir comme modèle pour la protection sociale réactive au choc. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est gratuit. Et c'est rapide. C'est tout ce qu'on veut comme standard qu'on a entendu avec Céline au début. Maintenant, on peut faire sur ce modèle de mettre les acteurs autour de la table. Donc, par exemple, côté humanitaire, on travaille avec les SAP dans les pays pour voir quand il y a des alertes, quand il y a des évaluations initiales, de voir qui doit être là, qui va valider l'assessment initial, quelle réponse, est-ce que l'État peut peut-être le faire dans certaines zones, quelle capacité aussi on peut laisser derrière les humanitaires, est-ce qu'il y a une obligation finalement de travailler sur des plans de contingence dans ces zones? Et je pense que là, il y a vraiment un embryon de coordination très opérationnelle qui pourrait servir de base pour que aussi les gouvernements au niveau très localisé puissent en bénéficier et aussi coordonner pour qu'on se mette d'accord, OK, dans ces zones, quels sont les besoins, on a les modèles de calcul, tout ça, on sait combien, quelle durée, et qu'est-ce que les... On a perdu Sigrid, je crois. Mais justement, je vais peut-être enclencher. À quelle peut être la coordination? Voilà, je pense que c'est déjà un point important. J'avais plein d'autres idées pour la sous-région parce qu'il y a plein de modèles différents en termes de mécanismes de coordination, mais je pense que cette partie, qu'est-ce qu'on fait dans les situations pour les populations affectées par les conflits, ça c'est maintenant le nœud vraiment qui nous tient tous à cœur. Merci.
Absolument. Merci beaucoup. Merci Sigrid. Je pense que ce que tu nous as montré, c'est qu'au fait, le problème n'est pas nouveau parce que tu as mentionné, ça fait 40 ans que, voilà, qu'on a ces problèmes-là. Ce serait intéressant, au fait, d'entendre peut-être Christian, je ne sais pas si tu as un point à rajouter sur cette question des mécanismes de coordination qui existent déjà ou est-ce que... Non. Donc, je vais peut-être passer à la question suivante, qui est une question pour Saba, parce que voilà, on a entendu ces mécanismes de coordination et du point de vue de la société civile, quels sont les principaux défauts que vous, ou les barrières que vous voyez dans la volonté au fait de faire ce lien entre cash transfert et protection sociale et quels sont en fait comment les ONG vous voyez la façon de surmonter ces questions. Alors, on en a quelques-unes qu'on a notées. Donc, du coup, la première, ce sera vraiment le fait qu'on agit vraiment dans des écosystèmes d'action qui sont fragmentés. Donc, il y a une absence de coordination parce que également, il y a une diversité d'acteurs qui travaillent de façon, comment dire, très séparée. Donc là, je pense que tout le monde, et je pense que j'ai l'impression qu'on a quand même un consensus sur l'idée qu'il est important de mettre en place des plateformes interagences pour un dialogue régulier, une planification conjointe et pourquoi pas, encore une fois, un cadre de gouvernance commun. Euh, la question de la gestion des bases de données et des manquements d'informations, je pense qu'elle est vraiment centrale parce que c'est un point d'entrée et un point de communication entre les différents programmes qui est important. Donc, avec un partage de données qui reste assez limité entre les différentes agences, entre les différentes composantes, on va dire. Et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on proposerait comme solution, ce serait de s'accorder sur des standards communs euh, en matière de gestion de données et en matière de protection des données également et la mise en place de mécanismes de partage qui soient efficaces, dynamiques et sûrs entre les différents acteurs. Il y a un élément également qui est très impactant pour les actions, pour la continuité des actions, c'est la question des changements politiques et de l'instabilité politique qui vraiment affecte même les financements qui sont disponibles. Donc, en gros, il y a la continuité des programmes qui est mise à mal, mais également, il y a il y a des changements de financement qui sont liés à ça. Et du coup, l'idée pour nous, c'est de proposer de travailler à renforcer la résilience des acteurs locaux pour pouvoir créer cette résilience et pouvoir s'adapter aux différents changements. Enfin, la dernière, c'est la question des ressources limitées. Donc avec comme tout le monde le reconnaît, des disponibilités de financement qui sont limitées et qui affectent la possibilité de mise à échelle des programmes et de travailler avec une couverture adéquate, pour reprendre la terminologie utilisée par Céline. Donc en fait, pour nous, c'est de voir un petit peu comment les fonds peuvent être mis en commun, travailler sur des approches multi-bailleurs, ou encore une fois pour travailler sur la possibilité d'avoir des financements mixtes. Merci. Merci Saba. Donc, toujours cette question de renforcer les résiliences, s'accorder sur des standards communs, notamment, et la question du financement. C'est qui, comme on dit toujours, l'argent étant le nerf de la guerre. Je vais poser peut-être cette question à Christian qui travaille pour la Banque mondiale parce que on sait que la Banque mondiale travaille beaucoup avec les États, mais il y a de plus en plus de réticences de certains bailleurs de fonds à acheminer ou à faire transiter les financements via les gouvernements. Et je crois que Saba a aussi mentionné la question des ressources limitées. Alors, quel rôle les organisations humanitaires et les organisations de développement devraient-elles jouer dans ce cadre où voilà, il y a de plus en plus, en tout cas, il y a une certaine réticence de certains bailleurs à faire transiter les fonds à l'État. Christian? J'ai changé ma machine. J'espère que vous m'entendez mieux là. Et là, on t'entend très bien. Ah, c'est super. Nos ordinateurs à la Banque mondiale sont peu déficients en ce moment. Donc, merci. Donc, tout d'abord, la réticence n'est pas universelle. Donc, évidemment, la Banque mondiale travaille avec les gouvernements. Le programme Sahel Protection sociale adaptative, qui était mentionné avant, est un partenariat avec l'Allemagne,
la France, le Danemark et le Royaume-Uni, qui est basé sur justement des investissements dans les systèmes nationaux gouvernementaux. Je crois que tout d'abord, c'est important d'utiliser cet engagement pour renforcer les systèmes nationaux, malgré les contextes, malgré les défis qui sont là, effectivement de capacité, mais aussi de fragilité dans plusieurs pays de la région. Mais je crois que pour ouvrir un chemin ou acheminer une alternative coordonnée, c'est important d'augmenter la coordination entre les acteurs humanitaires et développement dans un cadre de coordination gouvernementale, même si les fonds ne vont pas à travers le budget national, on s'organise avec les autorités dans une approche pas unique, mais coordonnée. Coordonnée sur les systèmes de données, coordonnée sur les systèmes de financement de paiement, coordonnée sur une approche où on profite des éléments d'innovation, de mise en œuvre qui étaient testés par plusieurs acteurs et d'avoir un dialogue autour de ça avec un but d'avoir un système plus coordonné, plus efficace à terme. Évidemment, la réalité aujourd'hui, c'est que dans plusieurs pays de la région, l'État n'est pas capable de se projeter dans la totalité du territoire. Donc, il y a déjà un rôle important dans la mise en œuvre qui ne va pas à travers le gouvernement dans une manière opérationnelle, mais qui peut aller dans une manière coordonnée. Et donc, je salue vraiment l'approche que le PAM et l'UNICEF ont pris pour leur programme au Sahel, qui s'appelle Twin Track, où il y a une volonté d'aller vers un système gouvernemental où c'est possible, mais aussi où il y a une possibilité d'aller dans une manière séparée, mais coordonnée, dans une manière de mise en œuvre directe. Je crois que ça, c'est une approche qui, à la fois, est très opérationnelle, mais aussi qui est alignée avec cette vision de renforcer un système national qui soit pérenne, qui soit capable de grandir et de se renforcer, d'être plus mature, vu les défis qui sont en train de grandir. Merci Christian. Sur l'approche Twin Track, peut-être Paul et Sigrid, si vous avez quelque chose à rajouter. Et puis la question aussi des fonds qui transitent par le gouvernement, ce serait bien qu'on vous entende là-dessus. Oui, merci Sigrid? Amadou. Oh, Paul, OK. Pardon. Oui, Paul. Non, vas-y, Paul. Vas-y, please. Enthousiasme pour cette approche que Christian vient d'évoquer. Donc, j'avais déjà prévu, je voudrais partager ces expériences qu'on a accumulées avec cette approche au sein de notre programme conjoint entre le PAM et l'UNICEF au Sahel. Donc, approche qu'on appelle double voie, dont l'objectif, et ça c'est toujours bien de garder en vue, l'objectif est d'augmenter la couverture des interventions de protection sociale, là où les systèmes nationaux typiquement manquent de capacités pour rapidement ou de manière structurelle renforcer cette couverture. Et nous parlons ici non seulement de la couverture pour une réponse à temps au choc, mais même sur la couverture des programmes de routine de protection sociale qui construisent la résilience. Et également, dans le contexte du Sahel, c'est très important, une approche qui aide à continuer la mise en œuvre des programmes existants pour éviter que cette mise en œuvre soit interrompue à cause d'un choc ou d'une crise. Et donc, en principe, notre programme conjoint prévoit l'appui au gouvernement pour la mise en œuvre des transferts monétaires via le système et les programmes nationaux, mais là où la capacité ou l'accès pose une contrainte, on passe par la mise en œuvre à travers des partenaires, que ce soit des ONG ou le système des Nations Unies, mais en dehors du système national.
Et c'est important aussi que dans l'approche, il y a quelques principes qui le guident. Et que ce soit la voie 1 via le système ou la voie 2 en dehors du système, toujours les interventions sont coordonnées par le gouvernement en se basant sur les mécanismes et les plateformes de coordination existantes au sein du gouvernement. De deux, les réponses, encore une fois, voie 1 ou 2, s'inscrivent dans les plans de réponse nationaux ou les stratégies nationales sur la protection sociale ou les filets de sécurité. Et que ce soit encore une fois voie 1 ou voie 2, les paramètres de ciblage ou bien de la valeur du transfert monétaire sont les mêmes partout. Et finalement, principe très important, que la mise en œuvre soit accompagnée par un dispositif d'apprentissage qui permet d'apprendre plus précisément sur les goulots d'étranglement dans la mise en œuvre, avec l'objectif de mettre cet apprentissage à profit des activités d'appui au renforcement du système de mise en œuvre national, que ce soit le système de ciblage, le système de paiement, le système de plainte ou de suivi des actions, en s'informant sur les expériences obtenues en mettant en œuvre des transferts monétaires sur les deux voies. Donc, je pense que c'est une approche que nous considérons une porte d'entrée parmi d'autres pour engager sur le dialogue lien protection sociale, action humanitaire. À toi. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Sigrid, mais peut-être continuer un peu sur cette question du doctorat. Sur la question des financements, juste pour ajouter qu'effectivement, côté Commission européenne, c'est une question très complexe en ce moment, comme vous savez, dans les pays du Sahel notamment. Et bon, on a un mécanisme aussi qui permet de passer de l'appui budgétaire à une approche projet-programme. Mais effectivement, c'est difficile de switcher. Et il y a aussi eu ces dernières années, par exemple, certaines délégations de l'Union européenne ont décidé de passer effectivement le fonds qui ne pouvait pas contracter, de les passer effectivement à ECHO. Donc, c'est la DG ECHO qui était du coup en charge d'utiliser ces fonds et du coup qui ont été redirigés donc, vers les zones où il y a une urgence de sauver des vies. Donc, ça, c'est des questions effectivement qui peuvent se faire selon les pays, selon les équipes, selon les fonds qu'on peut gratter dans les tiroirs encore. Et bien sûr, des discussions, quelle est la priorité? Est-ce qu'on est tous d'accord que dans les situations de crise, il faut d'abord sauver des vies? Et oui, on a cet engagement parce que quel que soit l'acteur et la protection sociale, elle a aussi différents échelons. Donc, le niveau le plus bas, c'est effectivement sauver des vies. Et au Sahel, voilà, il faut se concentrer sur ça. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au Twin Track Approach, en fait, la double approche, comme l'a mentionné Paul et Christiane, ce qui sert important, je pense, et où je vois une opportunité très forte pour la suite, c'est qu'effectivement, le mécanisme des réponses rapides qui est en train de vraiment être principalement l'outil principal que ECHO et les partenaires utilisent dans ce contexte ultra complexe, mais aussi Nord-Nigeria. Il n'y a pas d'autre choix, hein, Cameroun, Nord-Est, Sud-Est, de voir dans quelle mesure on peut se coordonner là. Parce qu'effectivement, il y a vraiment un besoin à ce que, côté développement, il y a une reprise après 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les populations après 3 mois? S'il n'y a toujours pas de centre de santé, s'il n'y a pas de cash transfert dans la zone, s'il n'y a pas de flexibilité, donc si on pourrait travailler ensemble sur ça, voilà, je pense que là, il y a vraiment une opportunité très forte. C'est que je pense qu'il est quand même très, très importante. Il ne faut pas non plus mélanger les mandats. Parce qu'ECHO, on nous demande souvent, mais pourquoi vous ne faites pas comme DG INSPA et vous financez les systèmes? Et je dis, mais non, il y a différents outils de financement. Et voilà, nous, on va se focaliser vers là où les partenaires et ECHO, notre valeur ajoutée est très forte, c'est des zones difficiles d'accès. Parce que là, il faut une façon d'opérer très, très, très spécifique.
Voilà. Exact. Oui, Voilà. merci. Donc, Merci là, beaucoup. il faut qu'on se complète et je vois justement aussi la Banque mondiale et les bailleurs, les Allemands, tout ça aussi très fort dans les zones stables où il y a quand même des besoins ultra importants où de côté humanitaire, on ne peut plus faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus de fonds, il y a d'autres priorités de crise partout. Donc, Justement, voilà. justement. C'est Merci, merci, merci. pratique aussi. Voilà. Merci Sigrid, tu me tends le lien, le pont vers ma dernière question. J'aimerais bien que, voilà, il nous reste 5 minutes. Je pense que ce serait bien que chacun puisse répondre à cette question-là. C'est une question, au fait, qui pour nous est très importante. C'est de dire, voilà, on a identifié pas mal de problèmes, la question de la coordination, la question de l'établissement des valeurs, la question de la convergence, etc. Du point de vue de votre organisation, quelles pistes de collaboration devraient être privilégiées dans les prochains mois pour renforcer justement la coordination, le dialogue et la coopération à la fois des acteurs humanitaires et des acteurs qui soutiennent les protections sociales, y compris le gouvernement, pour justement mettre les personnes qui sont dans le besoin au centre. Je vais donner la parole peut-être d'abord à Saba parce que ce serait bien d'avoir le point de vue sur cette question des axes prioritaires dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci. En fait, nous, nous, on a un collectif d'organisation, donc du coup, c'est compliqué de parler au nom de 15 organisations, mais comme ça, très rapidement, ce serait effectivement d'essayer de porter la voix justement des populations affectées, vraiment de travailler à faire ce lien et à écouter euh, et à embrasser vraiment la perspective des populations affectées. Évidemment, de s'engager à continuer à essayer de tendre la main à tous les types d'acteurs partout où on a une architecture humanitaire, vraiment d'essayer de contribuer à ce dialogue en invitant constamment les acteurs non humanitaires à faire partie des différentes plateformes de dialogue et à travailler effectivement à vraiment créer cette cohérence, convergence entre les différents types de programmes. euh, voilà, dans effectivement la limite et le respect des mandats d'humanitaire. Parce que effectivement, la plupart des organisations aussi qui travaillent en tant qu'humanitaires ont les deux casquettes. Donc ce lien, il existe déjà quelque part en interne. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment continuer à contribuer, à faire partie de ce dialogue activement. Merci. Merci beaucoup, Saba. Très rapidement, Christian? Donc, je vais dire quelques mots sur ce qui est un peu l'éléphant dans la salle, c'est la réticence dans quelques pays de la région vers le concept des transferts monétaires, la fatigue des cash transferts qui se montre dans plusieurs pays et qui, pour l'exemple du Burkina, a apporté une interdiction des transferts monétaires. Je crois qu'il nous faut tous les acteurs qui sont unis dans cette réunion de s'aligner dans un plaidoyer, dans un dialogue avec les autorités autour l'évidence, l'utilité des moyens de mise en œuvre, parce que le transfert monétaire, c'est une manière de mise en œuvre. C'est pas un programme, c'est une manière de mise en œuvre, mais de donner un peu de clarté dans le dialogue. Et donc, parce qu'à la fois, on est aligné, soit acteur développement, soit acteur humanitaire, en utilisant cet outil. Et c'est important de le démystifier et d'être clair sur les impacts. On a plein d'impacts. C'est un outil qui est efficace, qui est à mettre à l'échelle, qui est très agile. Donc, il y a plein d'avantages qui ne sont pas universellement bien appréciés et compris. Et donc, dans le dialogue avec les gouvernements, à la fois autour de la vision d'une approche systémique, où il y a de la place pour tout le monde dans un but, dans une vision commune.
c'est important qu'il y a une clarté aussi sur l'attractivité et l'utilisation des moyens de mise en œuvre. Merci, merci Christian. Sigrid, sur cette question des pistes de collaboration futures. Oui, je pense que beaucoup a été déjà mentionné. Peut-être ce qu'on pourrait aussi dire, en plus du plaidoyer sur l'importance de maintenir les transferts monétaires comme modalité qui peut être à la fois un outil de réponse d'urgence, mais aussi de résilience, qui est vraiment important. Il y a aussi tout ce qui est, comme je disais, la planification des réponses et le partage des tâches. Donc, planification des réponses soudure, elle est déjà bien ancrée dans la sous-région. Maintenant, il manque le côté réponse par rapport au conflit. Et là, je pense qu'il y a vraiment aussi les États à mobiliser, les communes, les services techniques, les humanitaires. Donc, ça concerne tout le monde, vraiment voir qui peut faire quoi et faire aussi un suivi, utiliser des matrices communes pour faire un suivi des différentes apports par les uns et les autres. Et travailler aussi sur des outils, des instructions communs pour avoir effectivement un accord sur qu'est-ce qu'on donne en termes de transfert monétaire, par exemple, à quel moment. Donc, vraiment, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les maigres ressources. Et les maigres ressources, ça nous concerne tous parce que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale est complètement oubliée. Il y a beaucoup de crises qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes et ça affecte les fonds des deux côtés. Donc, et voilà, ceux qui en souffrent, c'est les populations. Donc, il faut qu'on se mette effectivement là-dessus. Et le troisième point, c'est la protection des données, parce que c'est effectivement quelque chose qui nous concerne tous et on a tous souscrit à ça. Donc, ça, je pense que c'est aussi une convergence en termes de thématiques sur lesquelles on peut travailler. Merci beaucoup, Sigrid, de rappeler ces points très importants. Paul, pour finir. Oui, et d'abord, merci Sigrid d'évoquer les ressources. Il y a aussi les ressources humaines. Et si je regarde la participation dans le webinaire, vraiment, on a beaucoup de ressources humaines pour continuer ce dialogue. Moi, j'ai juste 2 points. Et je réfère à ce que Dr. Sentiki a dit au début du webinaire. Amener cette discussion dans les pays. Et c'était vraiment bien, et merci au CAP d'avoir initié le dialogue au niveau régional. Allons maintenant dans le pays et créer un espace aussi où on peut inviter les partenaires du gouvernement et d'initier ce dialogue. Donc, on a un bon momentum à partir d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, Dr. Sentiki avait parlé aussi de la priorité pour la CEDEAO et de renforcer la coordination du secteur de la protection sociale dans les pays. Donc, c'est un agenda très important. Christian l'a mentionné pour le programme de protection sociale adaptatif. C'est un agenda critique pour le programme conjoint PAM-UNICEF. Donc, une des pistes, c'est de continuer à renforcer coordination du secteur de la protection sociale, assurer le leadership du gouvernement et de créer à travers cela des portes d'entrée pour la discussion lien protection sociale, action humanitaire. Merci. Merci beaucoup, Paul. Merci à tous les panélistes. Je vais passer la parole à Mirko qui va faire la conclusion. Mirko, à toi. Merci beaucoup, Amadou. Merci aussi à tous les panélistes pour cette très riche discussion. Je pense qu'on a déjà débordé pas mal de temps, mais avant de vous laisser, on voudrait partager une question avec tout le monde. Donc, Sophie, maintenant, elle va partager une question que vous pouvez répondre. C'est une question très similaire à celle que nous avons posée à nos panélistes tout à l'heure. Donc, c'est quelle piste de collaboration devrait être privilégiée dans les prochains mois afin de renforcer la coordination, les dialogues et la coopération entre les acteurs humanitaires et les acteurs qui soutiennent les programmes de protection sociale, y compris le gouvernement, en vue de garantir un accompagnement efficace des individus vulnérables dans divers contextes. Vous voyez que vous avez 2 questions, mais en réalité, c'est une seule question, c'est en anglais et en français, donc répondez seulement dans la langue que ça vous arrange le mieux.
Entre-temps, on laisse la question, mais je voudrais revenir encore sur l'importance du lien. Je pense que on l'a discuté tout au long de ce webinaire, important des docteurs Sintiki, aux deux présentations, mais aussi au panel. Le lien est fondamental. Je voudrais aussi renforcer la question que si on est là tous aujourd'hui et on collabore tous, c'est vraiment parce qu'on a envie d'assister mieux les personnes qui sont dans les crises ou les personnes qui ont des différents chocs, que ce soit des chocs humanitaires ou que ce soit des chocs structurels. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête qu'on est là pour assister ces populations. Donc, je pense que on l'a déjà dit, c'est fondamental d'instaurer ces liens ou de les renforcer là où les liens n'existent pas. De descendre au niveau pays, je pense que ça aussi, je le répète, même si ça a été dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important c'était aussi la logique du CALP. On a dit on va faire ce premier webinaire au niveau régional, mais on va aussi ensuite organiser autres 2 webinaires, et c'est la série de webinaires qu'on va conclure, et on fera un webinaire probablement autour du Nigeria et d'autres pays, et autre webinaire probablement autour du Sahel central. Donc, je m'excuse déjà avec certaines questions dans les chats et dans les Q&A liées au contexte difficile des conflits. Là, on n'a pas vraiment trop répondu, peut-être, mais parce que ce n'était pas vraiment le but du webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment de donner la base de cet échange, ce lien, cette collaboration qui a été mis comme vraiment prioritaire. Certes que, comme aussi l'a dit Paul, des fois, il y a aussi des liens informels qui aident aussi les liens formels. C'est tout à fait normal. Là aussi, dit Corinna dans sa présentation avec les facilitateurs, des fois, quand on se connaît, les choses fonctionnent mieux et c'est tout à fait normal. Mais il faudrait aussi envisager, il faudrait aussi travailler sur la gouvernance, sur le fait d'avoir des cadres vraiment institutionnels qui sont donnés là où il y a les gouvernements, là où il y a les acteurs qui les soutiennent dans les programmes de protection sociale et là où aussi il y a les différents acteurs qui ont mis en œuvre des programmes humanitaires qui doivent compléter d'une certaine manière aussi les différents programmes de protection sociale. Donc voilà, comme j'ai dit, donc, on va vous inviter certainement aussi pour les autres webinaires. On va partager dans les réseaux sociaux. On est encore en train de définir exactement les contextes et aussi les dates des deuxième et troisième webinaires. Mais comme aussi ça a été dit à partir de Dr. Sintiki, voilà, on va aussi nous-mêmes au CALP proposer d'aller cascader vers les pays pour voir qu'est-ce qui est déjà fait au niveau des pays et qu'est-ce qui pourrait aussi encore être fait pour renforcer cette lien, cette collaboration, cette connexion. Voilà. Je pense qu'on est vraiment à la fin. Donc, je voudrais vraiment remercier beaucoup, important par vous que vous nous avez suivis, les personnes, mais aussi tous les panélistes et les présentateurs. Je voudrais remercier Dr. Sintiki pour la CEDEAO, Corinna et Céline pour les 2 présentations, et aussi tous nos panélistes, Christian pour la Banque mondiale, Paul pour l'UNICEF, Sigrid pour la DGECO et Saba pour les CCD. Et un remerciement spécial aussi à mes collègues, à tous les gens que peut-être vous n'avez pas vu, mais qu'ils ont aidé à cet webinaire. Donc, je remercie Sophie et aussi les autres collègues pour cela. Et je conclue en disant que toutes les présentations ainsi que les enregistrements seront partagés avec tous les gens qui se sont enregistrés dans le webinaire et aussi seront partagés dans les différents réseaux sociaux. Voilà. J'espère que ça soit été intéressant et j'espère que ce soit vraiment un début d'un chemin, comme on a dit, beaucoup d'autres discussions à venir, notamment au niveau pays, pour essayer de trouver des solutions là où ils ne sont pas encore là et d'améliorer ce que ça existe déjà parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent déjà. Voilà. Un grand merci encore à tout le monde et j'espère que vous avez pu terminer la question que vous avez posée. Comme ça, on fera une analyse, on verra aussi bien qu'est-ce que sont les inputs des différents organismes. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à tous. Merci. Au revoir.